Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour réviser ensemble le chapitre introductif du programme Histoire et mémoire, Histoire et justice. C'est vraiment un chapitre clé, une base essentielle pour comprendre toute la suite et bien sûr pour réussir l'examen du baccalauréat. Alors, pour y voir plus clair, on va organiser cette révision en 3 temps. D'abord, on va bien poser la différence fondamentale entre ce qu'est l'histoire et ce qu'est la mémoire. Ensuite, on verra pourquoi on doit parler des mémoires au pluriel. Et enfin, on terminera sur l'évolution du droit international, pour comprendre comment la justice s'est emparée du passé. C'est parti. Première partie donc. La question peut sembler simple, mais elle est absolument centrale. Comment on fait la différence entre le travail de l'historien et le travail de mémoire? On va voir que ce sont deux manières d'aborder le passé qui sont en fait très différentes. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Regardons ça de plus près. D'un côté, l'histoire. C'est une science, une étude qui cherche à comprendre le passé de manière froide, avec distance, en s'appuyant sur des sources qu'on vérifie, qu'on critique. Son but, c'est l'objectivité. De l'autre côté, la mémoire. Là, on est dans le souvenir, qu'il soit personnel ou partagé par un groupe. La mémoire, elle est subjective, pleine d'émotions, elle est dans le vécu. L'historien, lui, il veut expliquer. La mémoire, elle, veut entretenir un souvenir, rendre un hommage. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que l'histoire peut étudier la mémoire. Elle s'en sert comme d'une source, mais toujours en la mettant à distance, en la confrontant à d'autres documents pour essayer de toucher du doigt la vérité des faits. Et pour bien enfoncer le clou, cette citation d'Isabelle Véra-Masson est parfaite, elle dit tout. L'histoire, c'est une quête de vérité, avec une méthode, une rigueur scientifique. La mémoire, ce n'est pas son problème, la vérité. Ce qui l'intéresse, ce sont les traces, l'empreinte affective que le passé a laissée sur nous. Donc si on voulait résumer cette première partie de façon très simple, on pourrait vraiment opposer ces deux mots, la raison contre la passion. L'histoire, c'est la raison qui analyse pour comprendre. La mémoire, c'est la passion, l'émotion qui nous attache au passé pour nous en souvenir. Gardez bien cette opposition en tête, elle est vraiment fondamentale. On passe maintenant à notre deuxième partie. Si on a bien compris que la mémoire est subjective, alors la suite logique, c'est qu'il ne peut pas y en avoir une seule, une unique mémoire pour tout le monde. Chaque groupe, chaque communauté, chaque famille même peut avoir sa propre vision d'un événement. C'est pour ça qu'on parle des mémoires, au pluriel. Et ces mémoires, parfois, elles s'affrontent. Et pour illustrer ça, cet exemple est excellent. On est à Paris, à la gare de l'Est. Sur les murs de la gare, on trouve toutes ces plaques commémoratives. Il y en a une pour les patriotes, une pour les prisonniers de guerre, une autre pour les travailleurs forcés en Allemagne, et encore une autre pour les 70 000 juifs déportés. Chaque plaque raconte une histoire différente de la guerre. Elle représente la mémoire d'un groupe spécifique. Et toutes ces mémoires cohabitent dans le même espace public. Cette pluralité de mémoires, ça pose une question. Comment la société fait-elle le tri? Laquelle choisit-on de mettre en avant? C'est là qu'intervient une notion que l'on entend partout, le devoir de mémoire. C'est l'idée qu'une nation a une sorte d'obligation morale à se souvenir de certains événements, le plus souvent les plus tragiques, pour en tirer des leçons et surtout pour ne pas que ça recommence. Et cette caricature de Plantu, elle montre parfaitement ce devoir de mémoire en action. On y voit les présidents français et allemands, Hollande et Gauck, main dans la main à Oradour-sur-Glane. C'est le lieu d'un terrible massacre commis par les nazis en 1944, et au-dessus d'eux, cette bannière, plus jamais ça. C'est l'incarnation même du devoir de mémoire. On utilise un drame du passé pour envoyer un message de paix pour aujourd'hui. D'ailleurs, Plantu, avec son style habituel, nous rappelle qu'au même moment, la guerre fait rage en Syrie. Mais attention, quand ce devoir de mémoire est porté par les politiques, par l'État, notamment à travers ce qu'on appelle les lois mémorielles, ça peut créer de fortes tensions avec le travail des historiens. Cet appel, Liberté pour l'histoire, signé par de grands noms de la discipline, le dit très clairement. Ce n'est pas le rôle de la loi de dire ce qui est vrai ou faux en histoire. Les historiens revendiquent leur liberté de chercher, de débattre, loin de la pression politique. C'est un débat essentiel sur la place de chacun. À l'État de gérer le souvenir, à l'historien d'établir la connaissance. Allez, on aborde notre troisième et dernière partie. Le XXe siècle et ses atrocités ont posé un défi immense à la justice. Comment juger des crimes d'une telle ampleur, des crimes que la loi n'avait même pas imaginés? Eh bien, la justice a dû inventer de nouveaux outils, de nouveaux concepts juridiques. En somme, elle a dû s'emparer de l'histoire pour pouvoir juger le passé. Et le premier de ces nouveaux concepts, c'est celui de crime contre l'humanité. Il est défini pour la toute première fois en 1945, dans le texte qui crée le tribunal de Nuremberg. C'est une révolution juridique. Cette notion permet de juger des actes barbares, systématiques, contre des civils, même si la loi du pays où ils ont eu lieu ne les punissait pas. On juge au nom de l'humanité tout entière.
Le procès Nuremberg qu'on voit ici, c'est donc le moment fondateur de cette justice internationale. Pour la première fois de l'histoire, on ne juge pas un État vaincu, mais des individus, des hauts dirigeants pour leur responsabilité personnelle dans la planification de crimes de masse. C'est vraiment le moment où l'histoire et la justice se rencontrent de manière spectaculaire. Au même moment, un autre mot émerge, un mot qui n'existait pas avant, le mot génocide. Il est forgé, inventé par un juriste, Raphaël Lemkin, en 1944, parce qu'il fallait un mot pour décrire une réalité nouvelle et monstrueuse, la volonté planifiée de détruire complètement un groupe humain juste pour ce qu'il est. Alors attention, c'est le point à ne surtout pas confondre. Quelle est la différence précise entre crime contre l'humanité et génocide? C'est absolument crucial. Le crime contre l'humanité, c'est un meurtre de masse, systématique. Le génocide, c'est ça, mais avec un élément en plus, un élément qui change tout, l'intention. C'est l'intention spécifique de détruire totalement ou en partie un groupe. C'est cette intentionnalité qui est le critère juridique qui définit le génocide. Cette frise chronologique nous montre bien que la justice pénale internationale s'est construite petit à petit. On part de Nuremberg en 1945, qui était un tribunal d'exception créé pour l'occasion, puis on passe à des grandes conventions internationales qui posent des règles durables. Par exemple, en 1968, l'imprescriptibilité, ça veut dire qu'on pourra toujours juger ces crimes, il n'y a pas de date de péremption. Et l'aboutissement de tout ça, c'est la création d'une cour permanente, la Cour pénale internationale, la CPI. La voici, la Cour pénale internationale. Contrairement à Nuremberg ou aux tribunaux créés pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda, la CPI, elle, est permanente. Elle existe depuis 2002, elle siège à La Haye, aux Pays-Bas, et sa mission est de juger les crimes les plus graves qui soient. Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. En principe, elle n'intervient que si les justices des pays concernés ne peuvent pas ou ne veulent pas faire le travail. Cependant, et c'est un cependant de taille, il faut nuancer son pouvoir. Cette carte le montre très bien, oui, beaucoup de pays ont accepté la compétence de la Cour, mais des poids lourds de la scène internationale comme les États-Unis, la Russie, la Chine ou encore l'Inde n'ont pas ratifié le traité. Donc la justice internationale avance, c'est certain, mais son universalité, ce n'est pas encore pour demain. Voilà, on a fait le tour de ce chapitre d'introduction. J'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde sur ces notions complexes mais passionnantes d'histoire, de mémoire et de justice. Bonne révision!